Pour en revenir à ce diagramme qui a déjà été étudié dans l'introduction du cours, pour implémenter du contrôle d'accès, il est nécessaire que les sujets, en anglais on dira un principal, transitent à travers un moniteur de sécurité, moniteur de référence, appelé également médiateur ou gardien, afin de s'authentifier. Et c'est ce dernier, moniteur de sécurité, qui va vérifier les autorisations sur les objets ou sur les ressources demandées, en fonction des permissions demandées. Il y a également une partie audit qui enregistre dans les journaux d'événements les décisions prises par le moniteur de sécurité. Le contrôle d'accès se décompose donc en deux parties. Première partie que l'on va étudier dans ce module, à savoir l'autorisation, déterminer qui va là, ce qui permet de déterminer si l'accès est autorisé. Il s'agit d'authentifier un humain à une machine ou une machine à une autre machine. Et enfin, une fois que l'on sait à qui on a affaire, on peut effectuer la phase d'autorisation, c'est-à-dire vérifier si le demandeur a la permission d'effectuer une action. Donc la question est de savoir quels sont les droits possibles, et donc par exemple, peut-être qu'on a droit en lecture seule, ou en écriture, ou en exécution, etc. Intéressons-nous donc pour l'instant à l'authentification. Comment authentifier un humain à une machine ? L'authentification d'un être humain se base typiquement sur les trois critères suivants ou une combinaison de ces trois critères. Premièrement, ce que vous connaissez, comme des mots de passe. Deuxièmement, ce que vous transportez, par exemple une carte à puce, un badge, une clé USB, un jeton Secure ID, etc. Enfin, ce que vous êtes, donc c'est là le royaume de la biométrie, les empreintes digitales, etc. Commençons donc par l'authentification basée sur ce que vous connaissez, à savoir des mots de passe. Un mot de passe ou toute autre chose qui en fait office, comme par exemple un code secret, le code PIN de votre carte bancaire ou bien de votre téléphone mobile, la date de naissance, le nom de jeune fille de votre mère, votre numéro INSEE, le revenu fiscal de référence de l'année précédente, etc. La problématique des mots de passe est résumée dans un ouvrage coécrit par Kaufman, Perlman et Spessiner sous la forme suivante. Les humains sont incapables de stocker de façon sécurisée des clés cryptographiques de haute qualité. Leur vitesse et leur précision lors de l'exécution d'opérations cryptographiques sont inacceptables. Ils sont aussi volumineux et chers à l'entretien, difficiles à gérer, et ils polluent l'environnement. Il est étonnant que de tels systèmes continuent à être fabriqués et déployés. Mais leur omniprésence nous oblige à concevoir nos protocoles pour contourner leurs limitations. On trouve régulièrement dans la presse des études sur l'incapacité des êtres humains à conserver secret leurs mots de passe. Voici par exemple un article de la BBC de 2004. Il révèle que 34% des utilisateurs révèlent leur mot de passe sur simple demande. Par exemple, le demandeur prétend être l'administrateur système qui a besoin de corriger un problème. Ce taux monte à 70% lorsqu'on offre aux utilisateurs une barre chocolatée en échange du mot de passe. 79% des utilisateurs révèlent des informations personnelles permettant à un tiers d'usurper leur identité, telles que le nom de leurs enfants, de leurs animaux, leur date de naissance ou date de mariage, etc. 4 ans plus tard, en 2008, une autre étude révèle que plus de la moitié des utilisateurs sont prêts à révéler leur mot de passe ou des informations personnelles comme leur date de naissance en échange d'un cadeau, que ce soit une barre de chocolaté ou un ticket de participation à un tirage au sort pour gagner un séjour de vacances. Dernière étude, cette fois publiée en 2012 par le Daily Telegraph, un journal britannique, qui révèle que la plupart des employés seraient prêts à vendre leur mot de passe en entreprise pour moins de 5 livres sterling, qu'un tiers demande 50 livres sterling ou plus pour leur login mot de passe sur Facebook, 48% de ceux interrogés vendraient leur mot de passe en entreprise pour moins de 5 livres sterling, 30% indiquent qu'ils le vendraient pour moins d'une livre, et 30% refuseraient de le vendre quel que soit le prix demandé. La plupart des utilisateurs interrogés admettent qu'ils ne respectent pas les bonnes pratiques de sécurité dans le choix de leur mot de passe. 60% indiquent qu'ils l'écrivent noir sur blanc quelque part, et un tiers de ceux interrogés indiquent qu'ils ont déjà donné leur mot de passe à un collègue. La raison qui fait que les mots de passe sont la forme d'authentification la plus fréquemment utilisée tient au fait que déjà les mots de passe sont gratuits.
Également, les mots de passe sont pratiques. Un administrateur système peut réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur plus facilement que de lui attribuer un nouveau doigt. Si l'on compare la force cryptographique des mots de passe à celle des clés de chiffrement. Prenons par exemple une clé de chiffrement de 64 bits. Il y a 2 puissance 64 clés différentes possibles. On suppose que la clé est choisie aléatoirement, donc un attaquant doit tenter en moyenne 2 puissance 63 clés pour avoir une chance sur 2 de trouver la bonne. Si on compare ça par exemple au mot de passe de 8 caractères, on pourrait penser naïvement que chacun des 8 caractères stockés en ASCII 8 bits permet donc 256 valeurs possibles. Et donc que l'on a bien 256 puissance 8, c'est-à-dire 2 puissance 64 mots de passe possibles, comme avec une clé de 64 bits. Mais en pratique, les utilisateurs ne choisissent pas leur mot de passe aléatoirement. Un attaquant a donc nettement moins de 2 puissance 63 mots de passe à tester, notamment les attaques par dictionnaire. Il y a de très grandes chances que les mots de passe choisis figurent dans un dictionnaire des mots courants ou bien des noms propres ou que ce soit une date de naissance ou de mariage. Une étude sur les mots de passe choisis par 218 étudiants en première année de psychologie révèle que 45% d'entre eux utilisent leur propre nom pour au moins l'un de leurs mots de passe. 2 tiers des mots de passe sont conçus à partir d'une caractéristique personnelle, la plupart des autres l'étant à partir de celle de leurs proches, et que les noms propres et les dates d'anniversaire sont les principales informations utilisées pour construire la moitié des mots de passe. Quasiment tous les sondés réutilisent les mots de passe, 2 tiers des utilisations de mots de passe sont des doublons, 1 tiers des sondés ont déjà oublié un mot de passe et plus de la moitié les conservent par écrit. Différents services Internet sont régulièrement victimes d'intrusions informatiques résultant dans la capture de milliers voire de millions de logins mots de passe de leurs utilisateurs. Lorsque ces fichiers sont rendus publics, c'est l'opportunité de regarder justement plus précisément quels sont les mots de passe que les utilisateurs choisissent typiquement. Si on prend par exemple les 34 000 mots de passe MySpace qui ont été révélés en 2006, on s'aperçoit que 65% des mots de passe ont 8 caractères ou moins, et 17% des mots de passe ont même 6 caractères ou moins. On voit également que la plupart sont alphanumériques, mais qu'il y a même des mots de passe constitués de simplement des chiffres ou de lettres seulement. Toujours sur ces 34 000 mots de passe MySpace capturés et révélés en 2006, 28% des mots de passe étaient composés de minuscules suivis d'un chiffre qui dans 2 tiers des cas est le chiffre 1. 3,8% étaient un simple mot du dictionnaire et 12% étaient un mot du dictionnaire suivi d'un chiffre qui, toujours dans 2 tiers des cas, était le chiffre 1. Et vous avez également une liste des mots de passe les plus fréquents à l'époque, par exemple password 1, ABC 123, MySpace 1, password, etc., etc. On voit donc bien qu'il faut choisir des mots de passe suffisamment forts, donc ne pas prendre des prénoms ou des mots du dictionnaire ou de simples mots ou des dates de naissance ou d'anniversaire de mariage ou autres qui sont faciles à découvrir. Les meilleurs mots de passe sont en fait composés de lettres, chiffres, voire caractères non alphanumériques, et donc avec des chiffres si possible au milieu. Idéalement, en fait, on s'aperçoit que les meilleurs mots de passe sont ceux qui sont composés, par exemple, d'initiales d'une phrase. Par exemple, ici, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, ou il était une fois, ou bien évidemment des mots de passe complètement aléatoires. Évidemment, le risque de choisir des bons mots de passe, par exemple des mots de passe vraiment aléatoires, c'est que comme ils sont impossibles à mémoriser, les utilisateurs ont tendance à les noter noir sur blanc, par exemple les inscrire sur un post-it qui colle sur leur écran. Donc ça, évidemment, c'est également un danger si on oblige réellement les utilisateurs à choisir des mots de passe réellement compliqués. Un autre problème de sécurité majeur, comme on vient de le voir dans l'étude sur les étudiants en psychologie, est le fait que la plupart des gens réutilisent le même mot de passe. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que s'ils réutilisent le même mot de passe sur leur boîte aux lettres, sur leur compte bancaire, etc., c'est le service qui va protéger le moins bien les mots de passe de toute la liste qui risque de se faire pirater. Et à ce moment-là,
peut-être qu'avec le mot de passe en question, les gens pourront prendre le contrôle de la boîte aux lettres de l'utilisateur, demander à ce qu'on réinitialise leur mot de passe bancaire ou etc. Et donc les dégâts peuvent être absolument considérables. Donc la réutilisation des mots de passe est un danger encore plus important que le choix de mots de passe vulnérables. Il faut réellement éduquer les gens à choisir des mots de passe différents sur chaque service, un mot de passe différent sur leur boîte aux lettres, de leur compte bancaire, de services comme des réseaux sociaux, car ces services n'ont pas tous le même niveau d'exigence en termes de sécurité. Une autre expérimentation sur les mots de passe a consisté à répartir les sujets en 3 groupes d'utilisateurs à qui on a demandé respectivement de choisir pour le groupe A un mot de passe qui comporte au moins 6 caractères dont un non alphabétique, pour le groupe B 8 caractères aléatoires et pour le groupe C de choisir un mot de passe basé sur une phrase. Et cette étude a révélé que en fait, le groupe A avait 30% de mots de passe faciles à trouver, alors que le groupe B et le groupe C avaient simplement 10% de mots de passe faciles à trouver, mais l'avantage du groupe C étant que les mots de passe étaient plus faciles à mémoriser. La conformité des mots de passe choisis par les utilisateurs à la politique de sécurité est donc un objectif difficile à atteindre. Dans chaque groupe de l'expérience, un tiers des utilisateurs n'a pas respecté les consignes fournies, et parmi ceux-là, un tiers des mots de passe non conformes étaient faciles à trouver. On en arrive donc à se demander si l'assignation des mots de passe ne serait pas préférable au libre choix de l'utilisateur. Sinon, la meilleure stratégie consiste à conseiller aux utilisateurs de choisir un mot de passe construit à partir d'une phrase, utiliser un outil d'attaque des mots de passe pour trouver les mots de passe vulnérables, et imposer un changement périodique des mots de passe. Il est possible, via les politiques de sécurité, d'obliger les utilisateurs à changer de mot de passe tous les 3 ou 4 mois, aussi bien en environnement Windows Active Directory qu'en environnement Unix ou Linux. Voici d'ailleurs un exemple de message d'erreur amusant qui a existé chez Microsoft lors de la sortie de Windows 2000. Comment un attaquant peut-il s'y prendre pour attaquer un système informatique en devinant les mots de passe des utilisateurs? Un attaquant peut cibler un compte particulier, par exemple le compte de l'administrateur système, ou bien cibler n'importe quel compte utilisateur sur le système, ou cibler n'importe quel compte sur n'importe quel système. Accessoirement, il peut également mener une attaque par déni de service en faisant saturer différents systèmes de sécurité informatique pour voir si ça ne lui permettrait pas de faire autre chose en attendant. Le chemin d'attaque usuel consiste de l'extérieur à trouver un mot de passe quelconque d'un utilisateur quelconque sur un système quelconque. Et après, une fois qu'on est à l'intérieur du système informatique, c'est en général plus simple de basculer sur un compte administrateur par escalade de privilèges. On s'aperçoit donc qu'un seul mot de passe vulnérable peut suffire. Il suffit d'un seul utilisateur qui ait choisi un mot de passe facilement devinable pour permettre ce type d'intrusion. Un élément extrêmement important pour ralentir les attaques consiste à bloquer les comptes lorsqu'il y a des échecs répétés d'authentification. Supposons que le système verrouille un compte utilisateur après 3 échecs d'authentification, par exemple 3 mots de passe saisis invalides. La question que l'on peut se poser, c'est combien de temps faut-il verrouiller le compte utilisateur en question? Est-ce qu'on doit le verrouiller 15 secondes, 15 minutes, ou jusqu'à ce que l'administrateur déverrouille manuellement le compte utilisateur? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces approches? Eh bien, le problème du verrouillage, par exemple, définitif des comptes utilisateurs, si on imagine que ce sont des ordinateurs militaires, c'est que si on a un ennemi qui mène une attaque par déni de service et qui fait exprès de saisir des mauvais mots de passe pour causer des échecs d'authentification, si jamais l'ennemi arrive à bloquer complètement les comptes de tous les utilisateurs, que ce soit de manière permanente ou pour une durée suffisamment grande comme 15 minutes, on voit qu'on arrive à un véritable déni de service. Donc il faut trouver le bon compromis entre ralentir les attaques, mais ne pas bloquer complètement les comptes, ce qui pourrait avoir des impacts significatifs au niveau
de ce que les utilisateurs peuvent faire avec le système informatique. Autre exemple de piratage, sur Twitter en 2009, un Américain de 18 ans a piraté Twitter le 5 janvier 2009 par force brute, car Twitter autorisait un nombre illimité d'échecs d'authentification consécutifs sans implémenter de ralentisseur ou de blocage des comptes. Donc en essayant tous les comptes possibles et tous les mots de passe d'un dictionnaire, il a fini par trouver le mot de passe du compte Crystal, ce mot de passe était le mot happiness, et il se trouve que ce compte-là était un compte administrateur de Twitter. Donc une fois administrateur, l'attaquant a ensuite pu réinitialiser les mots de passe des comptes officiels de Barack Obama, de Britney Spears, de Fox News, et il a commencé à diffuser de faux messages sur ces différents comptes. Comment faire pour stocker les mots de passe des utilisateurs d'un système informatique? Si on stocke ces mots de passe en clair dans un fichier ou dans une base de données, évidemment, c'est une très mauvaise idée parce que si un pirate arrive à faire main basse sur ce fichier, il va instantanément connaître tous les mots de passe de tout le monde. Et en plus, avec la réutilisation fréquente des mots de passe entre différents services, ça lui permettra de rebondir et d'infiltrer d'autres services. Donc évidemment, il ne faut pas stocker les mots de passe en clair, et pourtant il est bien nécessaire de les stocker pour pouvoir valider le login mot de passe d'un utilisateur lorsqu'il essaie de s'authentifier sur un système. D'où la solution cryptographique utilisée habituellement, qui consiste à stocker non pas le mot de passe en clair, mais la valeur de hachage du mot de passe de chaque utilisateur à travers une fonction de hachage à sens unique cryptographique. Donc lorsque l'utilisateur va se loguer, va fournir son login mot de passe, eh bien, le serveur distant va hacher le mot de passe fourni et donc va vérifier si la valeur de hachage correspond à ce qui est stocké dans le fichier ou dans la base de données. Si un pirate capture ainsi un fichier de mot de passe, il n'obtient que les valeurs hachées, à charge pour lui de trouver des antécédents, c'est-à-dire de trouver des mots de passe imprimes tels que leur valeur de hachage soit égale à la valeur stockée dans le fichier. Une attaque par dictionnaire est toujours possible. Un attaquant peut considérablement accélérer la vitesse d'une attaque par dictionnaire en précalculant une table contenant les valeurs de hachage de tous les mots du dictionnaire. Ce calcul qui est certes un peu long, mais il n'est à faire qu'une seule fois, car la table ainsi constituée peut être réutilisée pour chaque nouvelle attaque, à partir du moment où les algorithmes de hachage cryptographique sont assez standards comme MD5, SHA-1, etc. Ainsi, lorsqu'un attaquant fait main basse sur un fichier contenant les valeurs de hachage, il lui suffit de les rechercher dans sa table pour trouver un mot de passe qui sera accepté. D'où la contre-mesure suivante pour éviter ce type d'attaque extrêmement rapide. Stocker les mots de passe des utilisateurs hachés avec un cell aléatoire petit s, différent pour chaque utilisateur. Et donc, pour chaque utilisateur, au moment de stocker son mot de passe lors du choix initial du mot de passe, on va choisir un cell spécifique à chaque utilisateur et on va concaténer le cell avec le mot de passe et c'est ça qui va être stocké avec la valeur de S en clair évidemment pour pouvoir refaire le calcul. Donc vous remarquez ici que ce qu'on appelle un cell aléatoire pour les mots de passe, c'est en fait assez proche d'un vecteur d'initialisation ou d'un nonce. Pour chaque utilisateur, on va donc stocker dans le fichier mot de passe ou dans la base de données la valeur de S en clair et la valeur hachée de S concaténée avec le mot de passe. S n'est pas secret, ça ressemble à un vecteur d'initialisation. Le système informatique peut ainsi valider facilement le mot de passe fourni par un utilisateur pour s'authentifier. Il lui suffit de prendre le mot de passe fourni, le concaténer avec S, hacher le résultat et regarder si la valeur de hachage correspond. L'avantage de cette technique qui consiste à saler les mots de passe est qu'un attaquant sera obligé de recalculer un dictionnaire de valeurs de hachage complet pour chaque utilisateur, puisque chaque utilisateur aura un cell différent dans le stockage de son mot de passe. On peut faire le calcul suivant pour estimer la vitesse des attaques. Si on suppose qu'il y a 1024 utilisateurs et mots de passe stockés sur un système informatique, que chaque mot de passe est sur 8 caractères parmi 64 caractères imprimables possibles, soit un total de 2 puissance 48 mots de passe possibles, l'attaquant dispose d'un dictionnaire de 2 puissance 20, c'est-à-dire 1 million environ de mots de passe différents à tester. Chaque mot de passe utilisateur a une chance sur 4 de figurer dans le dictionnaire. On va compter le nombre de valeurs de hachage à calculer, sachant que les comparaisons seront considérées comme gratuites. Premier cas, supposons que l'attaquant se focalise sur le mot de passe d'Alice, qui est l'administrateur du système. En moyenne, il lui faudra 2 puissance 47 tentatives pour trouver le mot de passe, c'est-à-dire 10 puissance 14 tentatives. Si le mot de passe d'Alice est haché sans cell,
L'attaquant pourrait accélérer son attaque en précalculant les 10 puissance 14 valeurs de hachage possibles, mais cela reste hors de portée d'un attaquant courant. Deuxième cas, attaque avec dictionnaire du mot de passe d'Alice, l'administrateur du site. Si l'on suppose que le mot de passe d'Alice a une chance sur 4 de figurer dans le dictionnaire de l'attaquant, l'effort moyen sera donc de 1 chance sur 4 que le mot de passe soit dans le dictionnaire, c'est-à-dire trouvé en moyenne au bout de 2 puissance 19 tentatives, plus 3 chances sur 4 qu'il ne soit pas dans le dictionnaire, et donc il faille tester en moyenne 2 puissance 47 tentatives, ce qui nous fait un total de 10 puissance 14. Mais en pratique, l'attaquant va simplement tenter les mots contenus dans son dictionnaire, et ensuite il va renoncer. Donc l'effort sera plutôt de 2 puissance 20, 1 million de mots du dictionnaire à tester, et les chances de succès seront proches de 1 quart. Troisième cas, essayons cette fois d'attaquer sans dictionnaire n'importe quel mot de passe de n'importe quel utilisateur sur le système. On suppose qu'il y a 1024 utilisateurs et mots de passe différents. 2 puissance 47 comparaisons seront donc nécessaires en moyenne pour trouver un mot de passe. En cas de stockage sans cell, chaque valeur hachée peut être comparée à 2 puissance 10 valeurs du fichier. L'effort nécessaire sera donc proche de 10 puissance 11. Si au contraire les mots de passe des 1000 utilisateurs sont stockés avec cell, toute comparaison nécessite le calcul d'une nouvelle valeur de hachage avec le cell approprié, soit un effort de 10 puissance 14. Dernier cas, l'attaque avec dictionnaire de n'importe quel mot de passe de n'importe quel utilisateur. La probabilité qu'aucun des 2 puissance 10, c'est-à-dire 1024 mots de passe, ne figure dans le dictionnaire est complètement négligeable. On suppose donc qu'au moins l'un des 1024 mots de passe figure dans le dictionnaire de l'attaquant. En l'absence de cell, l'effort moyen est 2 puissance 19 valeurs de hachage à calculer, chacune pouvant être comparée à 2 puissance 10 valeurs, soit un effort de 512. De surcroît, l'attaquant peut précalculer les valeurs de hachage, auquel cas l'effort est nul. Dans le cas où la liste des mots de passe est stockée avec cell, tester le dictionnaire complet sur le premier mot de passe de la liste nécessitera un effort de 2 puissance 20, 1 million de tentatives, pour une probabilité de succès égale à 1 quart. L'effort moyen pour une probabilité de succès égale à 1,5 sera donc proche de 2 puissance 21, soit 2 millions de hachages à effectuer. Voici donc un tableau résumé des résultats complets. Évidemment, on s'aperçoit que la bonne technique consiste à attaquer n'importe quel mot de passe de n'importe quel utilisateur, ce qui peut accélérer considérablement l'attaque. Et évidemment, on s'aperçoit également que l'attaque peut être ralentie significativement lorsqu'on utilise du cell pour stocker les mots de passe. On a également déjà pointé le danger de la réutilisation des mots de passe par les utilisateurs. Il y a une grande tentation pour les utilisateurs de réutiliser le même mot de passe pour plusieurs applications distinctes alors qu'elles ont probablement des besoins de sécurité différents. Le niveau de sécurité final atteint sera alors abaissé au niveau le plus faible de toutes les applications. L'application qui protège le moins bien les mots de passe de ses utilisateurs conditionnera le niveau de sécurité de toutes les autres. Lorsqu'un utilisateur choisit un mauvais mot de passe, un mauvais code PIN par exemple pour sa carte bancaire, il en assume seul les conséquences, sauf à avoir un bon avocat. En entreprise, pour une application métier ou du système d'information, ce choix peut mettre en danger tous les autres utilisateurs, voire l'entreprise et même ses clients. Par exemple, le vol d'un fichier contenant les informations de paiement bancaire des clients, etc. Un autre problème de sécurité réside dans les mots de passe par défaut. Les utilisateurs qui ne changent pas le mot de passe qui leur a été assigné par défaut, par exemple ABC123. Une banque anglaise a assigné par erreur le même code secret à toutes les cartes bancaires de ses clients. Comme l'accès à cette information était strictement contrôlé, chaque utilisateur n'avait connaissance que de son code secret personnel, le problème n'a été identifié que très tardivement. Autre problème de sécurité lié au mot de passe, le fait que les journaux d'événements, les fichiers log dans les systèmes informatiques peuvent contenir des mots de passe ou des informations qui leur sont proches. Les logiciels espions, les spyware, les enregistreurs de frappe, keylogger, etc. Enfin, les bugs de logiciels, par exemple lorsqu'ils crashent et qu'il y a une vidange mémoire sur disque, un fichier core sous Unix par exemple, contenant des mots de passe ou des clés privées en clair.
Ainsi, attaquer les mots de passe d'un système est extrêmement facile. Un seul mot de passe vulnérable peut suffire à compromettre la sécurité de tout un système d'information. Les utilisateurs choisissent de mauvais mots de passe et en plus, ils les révèlent relativement facilement. En conclusion, toutes les statistiques penchent en faveur de l'attaquant. Ross Anderson, un chercheur célèbre de Cambridge, écrit dans son ouvrage Security Engineering le fait que les mots de passe constituent l'un des principaux problèmes pratiques auxquels les ingénieurs en sécurité sont actuellement confrontés. Voici quelques outils de détection des mots de passe vulnérables sur un système informatique qui peuvent être utilisés utilement par un administrateur système pour tester les mots de passe des utilisateurs et détecter justement ceux qui sont dans le dictionnaire.